Imaginez un analyste en projection sanguine qui a sévi pendant plus de 2 décennies sans jamais être démasqué, face à des fugitifs devenus les criminels les plus recherchés par le FBI, traqués sans relâche par toutes les ressources fédérales. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la carrière meurtrière de Dexter Morgan se compare à celle des criminels figurant sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, et si ces méthodes lui auraient permis de rester libre si le bureau l'avait activement pourchassé. Préparez-vous à une révélation inattendue sur les limites de la traque. Commençons par la planification et la préparation. Dexter Morgan n'a jamais précipité un meurtre. Chaque cible était observée minutieusement pendant des semaines, voire des mois, avant qu'il ne passe à l'acte. Tout au long de la série, Dexter a fait preuve d'une préparation obsessionnelle. Dans la saison 1, en traquant le tueur au camion frigorifique, il a passé des semaines à analyser les scènes de crime et les schémas avant de découvrir que son frère biologique, Brian Moser, en était l'auteur. Dans la saison 4, Dexter a consacré plus d'1 mois à l'étude d'Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité. Il a assisté aux apparitions publiques de Mitchell, l'a suivi chez lui, et a même prétendu être un certain Kyle Butler pour s'immiscer dans la vie de famille de Mitchell. Il a ainsi appris le mode opératoire du tueur, l'assassinat d'un jeune garçon, l'égorgement d'une femme dans une baignoire, la précipitation d'une femme vers sa mort, et le passage à tabac mortel d'un père de 2 enfants avec un marteau. Dexter a suivi le travail caritatif de Mitchell dans le bâtiment à travers plusieurs États, a consigné ses mouvements, et n'a agi qu'après avoir eu des preuves accablantes que Mitchell méritait la mort selon le code. Cette approche a donné à Dexter un contrôle total sur ses cibles. Il connaissait leurs horaires, leurs habitudes et leurs vulnérabilités. Quand il passait à l'action, ses victimes ne voyaient jamais rien venir. Cette préparation minutieuse éliminait toute précipitation, toute panique, toute erreur due à une action trop rapide. Son travail d'analyste en projection sanguine lui permettait de comprendre les enquêtes criminelles et il utilisait ses connaissances pour éviter de laisser des preuves. Ces salles de meurtre prenaient des heures à être installées. Bâches en plastique mesurées et scotchées, outils nettoyés et organisés, sédatifs dosés en fonction du poids corporel. Ce niveau de contrôle signifiait une chose énorme. Dexter avait du temps. Du temps pour observer, du temps pour planifier, du temps pour rendre tout parfait avant de faire quoi que ce soit. Alors, comment cela se compare-t-il aux fugitifs qui avaient des agents fédéraux à leur trousse, luttant simplement pour rester en vie? Les fugitifs les plus recherchés par le FBI ont rarement eu le luxe de planifier quoi que ce soit. Ils vivaient dans une panique constante, prenant des décisions en une fraction de seconde, tandis que les forces de l'ordre les traquaient partout. Ted Bundy s'est évadé de prison au Colorado à 2 reprises en 1977. La première fois, il a sauté par la fenêtre d'un tribunal pendant son audience. La seconde fois, il a découpé le plafond de sa cellule, s'est faufilé dans des conduits d'aération et a atterri dans l'appartement d'un gardien. Après cette deuxième évasion, Bundy a volé des voitures, utilisé des cartes de crédit dérobées et tué 3 autres femmes en quelques semaines. Il s'effondrait. Toute planification avait disparu. La police l'a arrêté à Pensacola, en Floride, 6 jours seulement après le meurtre de Kimberly Leach. Il conduisait une Volkswagen coccinelle volée si mal qu'un policier l'a interpellé pour une infraction routière. Toute la planification minutieuse qui avait rendu Bundy si dangereux avant son arrestation s'est complètement évaporée dès qu'il a été en fuite. Lorsque le FBI place quelqu'un sur la liste des personnes les plus recherchées, la planification s'arrête et la survie commence. Chaque choix devient une question d'instant présent. Trouver de la nourriture, un abri, un moyen de se déplacer, tandis que les agents fédéraux travaillent à travers les États, traquent l'argent et diffusent des photos dans chaque poste de police du pays. Eric Rudolph, l'auteur de l'attentat du Parc olympique, a passé 5 ans à se cacher dans les montagnes des Appalaches pour rester libre. Il a survécu en fouillant les poubelles, en volant dans des chalets et en vivant dans les bois. Cela l'a empêché d'être attrapé, mais il ne faisait que survivre. Il ne pouvait pas planifier, il ne pouvait pas se déplacer librement. Il ne pouvait que se cacher. Dexter passait des mois à préparer chaque meurtre. Les fugitifs les plus recherchés passaient des mois à essayer de se réveiller le lendemain sans menottes. Le vainqueur est donc Dexter. Une préparation minutieuse avec tout le temps du monde, face à des fugitifs contraints de prendre des décisions paniquées chaque jour. La planification l'emporte quand personne ne vous traque activement. Avant de comparer l'isolement de Dexter au réseau de soutien des fugitifs, si cette analyse vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. La préparation de Dexter lui donnait le contrôle, car il fixait le calendrier. Cet avantage disparaît dès que quelqu'un commence à vous chasser. Ce qui nous amène à la prochaine grande différence, les ressources et le soutien. L'isolement voulu face au réseau criminel. Dexter Morgan menait une opération entièrement indépendante. Pas de complices, pas de contact criminel,
aucune aide extérieure qui aurait pu le dénoncer ou laisser des traces. Dès le tout premier épisode, Dexter a travaillé seul. Il n'avait pas besoin de blanchisseurs d'argent, de planques ou de complices criminels. Sa vie normale lui fournissait tout. Un vrai salaire du Miami Metro, un appartement à son nom, un bateau pour se débarrasser des corps. Dans la saison 2, lorsque Lila West a tué Doak dans cette cabane des Everglades, Dexter ne l'a pas remercié. Il l'a coupée de sa vie parce qu'elle était devenue un problème qu'il ne pouvait pas contrôler. Lorsque son frère Brian a voulu qu'il fasse équipe dans le final de la saison 1, Né libre, en lui offrant de tuer ensemble, Dexter a tué Brian à la place. Le code l'exigeait, et les partenariats signifiaient des vulnérabilités. Et Dexter connaissait bien le sang. Il a vécu à Iron Lake pendant près de 10 ans sans un seul partenaire, maintenant sa couverture de Jim Lindsay en ayant un emploi régulier et en s'intégrant à la communauté. Pas de partenaire signifiait pas de trahison. Dexter ne s'est jamais inquiété que quelqu'un se fasse arrêter et passe un accord. Il n'a jamais craint qu'un partenaire ne parle. Il contrôlait toutes les informations parce qu'il était la seule personne à les posséder. Cette autonomie totale s'étendait à ses meurtres. Il n'avait pas besoin d'acheter des armes intraçables ou d'engager des spécialistes. Il travaillait dans la criminalistique, ce qui lui donnait accès au tranquillisant animal M99, des connaissances sur la façon de se débarrasser des corps et une compréhension interne du fonctionnement des enquêtes. Cependant, opérer seul signifie aussi des limites. Personne pour confirmer son alibi, personne pour l'aider si les choses tournaient mal, aucun réseau pour l'aider à disparaître si les flics se rapprochaient. Ce qui nous amène à nous demander comment les fugitifs, aidés par des organisations criminelles entières, s'en sont sortis lorsque le FBI a décidé de les attraper. De nombreux fugitifs figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI disposaient d'énormes réseaux criminels, de beaucoup d'argent et de connexions internationales. Des avantages qui auraient dû les maintenir cachés pour toujours. James Whitey, Bulger, a passé 16 ans sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, avec environ 25 millions de dollars en espèces, de sérieuses connexions criminelles et des décennies d'expérience à diriger le crime organisé de Boston. Il n'a cessé de bouger, New York, Louisiane, Wyoming, Californie, utilisant de faux noms et payant tout en espèces. Son frère, William, était un puissant président du Sénat de l'État du Massachusetts. Bulger avait même des agents du FBI corrompus qui l'ont averti avant son acte d'accusation en 1994, lui donnant le temps de fuir. Malgré tous ces avantages, le FBI l'a retrouvé à Santa Monica en 2011 après qu'une voisine a reconnu sa petite amie grâce à une campagne de publicité du FBI. Oussama Ben Laden disposait d'un réseau terroriste entier pour le protéger, de planques au Pakistan et d'argent provenant des opérations mondiales d'Al-Qaïda. Le FBI, en collaboration avec l'armée et la CIA, l'a tout de même retrouvé après 10 ans. Les ressources et les réseaux ont donné à ces fugitifs des victoires à court terme, mais ces mêmes réseaux ont créé des points faibles. Chaque personne qui sait où vous êtes pourrait devenir un informateur. Chaque mouvement d'argent peut être tracé. Chaque contact devient un risque. La petite amie de Bulger l'a trahi. Le coursier de Ben Laden a conduit les agents à son complexe. Dès qu'un fugitif dépend d'autres personnes, il introduit des variables qu'il ne peut pas contrôler. Dexter n'a jamais eu ce problème parce qu'il n'a jamais créé ses points faibles. Une fois de plus, le vainqueur est Dexter. Les réseaux criminels apportent des ressources, mais introduisent des failles fatales. L'indépendance totale de Dexter signifiait que personne ne pouvait le dénoncer, car personne ne savait rien. L'autonomie de Dexter l'a maintenu invisible, mais cela ne fonctionnait que s'il pouvait rester caché lorsque les forces de l'ordre commençaient à chercher. Voyons donc comment ces tactiques de dissimulation se sont comparées. Dexter Morgan savait que la meilleure cachette était en pleine vue. Un travail régulier, une maison normale, une vie ordinaire qui ne donnait absolument rien de suspect à trouver aux enquêteurs. Tout au long de la série originale, Dexter a maintenu une couverture stable. Il travaillait à la criminelle de Miami Metro, assistait aux réunions du département, se présentait sur les scènes de crime et aidait aux enquêtes. Dans la saison 3, il est devenu ami avec l'assistant du procureur Miguel Prado, participant à des événements sociaux et construisant des relations qui rendaient son rôle de « gars normal » encore plus crédible. Il a épousé Rita Bennett, une mère célibataire avec 2 enfants. Et dans la saison 4, ils ont eu un fils ensemble, Harrison. Il a acheté une maison, payé un prêt immobilier, des impôts, et est apparu dans les registres publics comme un ennuyeux analyste médico-légal. Même après avoir simulé sa mort lors de l'ouragan Laura à la fin de la saison 8, Dexter a reconstruit exactement le même type de vie à Iron Lake. Travaillant au magasin de chasse et pêche de Fred, sortant avec la chef de police Angela Bishop et vivant dans une cabane où il connaissait ses voisins et participait aux activités de la ville. Cette approche a transformé la vie normale en une arme. Les enquêteurs recherchent des schémas étranges.
Des personnes qui ne paient qu'en espèces, évitent les caméras, se déplacent constamment, n'ont pas d'historique de travail. Dexter n'avait aucun de ces signaux d'alarme. Il existait dans chaque base de données exactement comme il le devait. Son compte bancaire montrait des salaires réguliers provenant d'emplois réels. Ses déclarations de revenus correspondaient à ce qu'il disait gagner. Ses réseaux sociaux, à peine présents mais existants, montraient un père de banlieue ennuyeux. Lorsque la criminelle de Miami Metro a enquêté sur le boucher de Bay Harbor dans la saison 2, Dexter était assis dans la pièce, aidant à résoudre l'affaire. Il examinait les preuves, suggérait des théories et aidait à établir le profil du tueur lui-même, tandis que l'agent spécial Frank Lundy dirigeait le groupe de travail fédéral. Le génie était simple. Si vous ressemblez à tout le monde, personne ne vous regarde. Mais qu'en est-il des fugitifs qui ne pouvaient pas se fondre dans la masse parce que leur visage était placardé sur des avis de recherche dans chaque poste de police et bureau de poste à travers l'Amérique? Lorsqu'une personne figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, se fondre dans la masse devient impossible. Son visage est partout, la poussant à un isolement total et à une fuite constante. Robert William Fisher aurait tué sa femme et ses 2 enfants à Scottsdale, en Arizona, en 2001, puis fait exploser la maison et disparu. Le FBI l'a placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées en 2002. Malgré des signalements à travers l'ouest des États-Unis et le Mexique, Fisher n'a jamais été retrouvé. Le FBI pense qu'il est probablement mort dans la nature, mais sa disparition a nécessité de se couper complètement de la société. Il ne pouvait pas trouver de travail, ne pouvait pas louer un logement, ne pouvait pas utiliser son vrai nom pour quoi que ce soit. Ted Bundy, après son évasion de 1977, a essayé de se fondre dans la masse à Tallahassee, en Floride, utilisant une carte de crédit volée et vivant dans une pension bon marché. En quelques semaines, sa photo avait été suffisamment diffusée pour que les gens le reconnaissent, le forçant à continuer de bouger. La police l'a arrêté peu de temps après. La liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI est diffusée à environ 18 000 agences d'application de la loi. Les photos atteignent les postes frontières, les aéroports, les gares routières, les hôtels. La couverture médiatique sensibilise tout le monde. La publicité rend la vie normale impossible. Vous ne pouvez pas entrer dans une banque, louer un appartement ou remplir une demande d'emploi sans risquer que quelqu'un vous reconnaisse. Eric Rudolph a survécu 5 ans dans les montagnes des Appalaches en évitant presque entièrement les gens. Il vivait de ce qu'il pouvait voler et glaner. Un jeune policier de Murphy, en Caroline du Nord, l'a arrêté en 2003 alors qu'il fouillait une benne à ordures derrière un supermarché Save-A-L'Eau à 4 heures du matin. 5 ans de cachette parfaite ont pris fin parce qu'il avait besoin de nourriture. Dexter allait travailler tous les matins dans un poste de police. Les fugitifs les plus recherchés ne pouvaient même pas aller à l'épicerie sans risquer le tout pour le tout. Une fois de plus, notre vainqueur est Dexter. Menez une vie normale en pleine vue, face à être contraint à la clandestinité avec votre visage sur tous les avis de recherche. La visibilité l'emporte lorsque personne ne vous traque réellement. Se cacher en pleine vue n'a fonctionné que parce que Dexter n'a jamais déclenché la seule chose qui détruit l'anonymat. Ce qui nous amène à la façon dont l'attention des forces de l'ordre est activée en premier lieu. Dexter Morgan ciblait spécifiquement des personnes dont la société ne se soucierait pas. Des tueurs qui échappaient au système judiciaire. Des criminels déjà cachés des forces de l'ordre. Le code Carey a enseigné à Dexter était précis. Ne tuer que les personnes coupables de meurtre qui ont échappé à la justice légale. Tout au long de la série, les cibles de Dexter étaient des trafiquants de drogue, des pédophiles, des tueurs en série et des criminels violents. Dans la saison 2, lorsque des plongeurs ont accidentellement découvert son cimetière sous-marin au large des côtes de Miami, ils ont récupéré 18 corps démembrés. Chacun d'eux appartenait à un criminel connu. Des personnes ayant un casier judiciaire, des personnes qui avaient échappé aux poursuites, des personnes qui avaient glissé entre les mailles du filet légal. Lorsque le FBI l'a surnommé le boucher de Bay Harbor et a lancé une enquête massive dirigée par l'agent spécial Frank Lundy, ils ont établi un profil, mais ils ont eu du mal avec le mobile parce que les victimes étaient elles-mêmes des criminels violents. La sélection des victimes était d'un génie stratégique. Personne ne cherchait ces personnes. Quand un trafiquant de drogue disparaît, les autres criminels ne déposent pas de rapport de personnes disparues. Quand un tueur qui a échappé à une accusation de meurtre disparaît, les détectives ne lancent pas d'enquête. Le nombre de victimes de Dexter pouvait grimper parce qu'il retirait des personnes d'un monde qui opérait déjà dans l'ombre. L'enquête sur le boucher de Bay Harbor n'a eu lieu qu'en raison d'une découverte accidentelle. Des plongeurs à la recherche de trésors sont tombés sur son lieu de décharge. Sans cet accident, les victimes de Dexter seraient restées disparues indéfiniment. Comparons cela aux fugitifs dont les crimes étaient si publics, si violents, si impossibles à ignorer que les forces de l'ordre n'ont eu d'autre choix que d'en faire des cibles prioritaires.
Les fugitifs les plus recherchés par le FBI ont généralement commis des crimes si publics et dévastateurs que les forces de l'ordre ne pouvaient les ignorer même si elles le voulaient. Eric Robert Rudolph a bombardé le Centennial Olympic Park pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, tuant une personne et en blessant 111 autres. L'attaque s'est produite lors du plus grand événement sportif mondial, avec une couverture médiatique internationale. Le FBI n'a eu d'autre choix que d'en faire une priorité. Il a été ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées en 1998 et arrêté en 2003. Timothy McVeigh a bombardé le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City en 1995, tuant 168 personnes, dont 19 enfants. L'explosion a détruit le bâtiment et endommagé 324 autres structures dans un rayon de 16 pâtés de maisons. La chasse à l'homme pour McVeigh a impliqué toutes les agences fédérales. Il a été arrêté dans les 90 minutes suivant l'attentat lors d'un contrôle routier de routine. Mais s'il s'était échappé, le pays entier l'aurait traqué. Ces crimes ont exigé une réponse fédérale. Des attentats à la bombe publique, des massacres, des attaques qui ont fait la une des journaux nationaux. Les forces de l'ordre n'ont pas détourné le regard. L'ampleur et la visibilité ont forcé l'allocation de ressources. Lorsque Ted Bundy s'est évadé et a tué 3 autres victimes en Floride, dont Kimberly Leach, âgée de 12 ans, la couverture médiatique a été massive. Sa photo est apparue partout. Des témoins se sont manifestés. Des tuyaux ont afflué. Le FBI a créé un profil et l'a placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées. Il a été arrêté en quelques semaines. Dexter a tué plus de 135 personnes en plus de 20 ans. Jusqu'à cette découverte accidentelle dans la saison 2, personne ne savait même que ces personnes étaient mortes, et encore moins assassinées par la même personne. Donc, une fois de plus, notre vainqueur est Dexter. Sélectionner des victimes invisibles que personne ne cherchait, face à commettre des attaques publiques qui forcent une réponse massive des forces de l'ordre. L'invisibilité l'emporte sur l'infamie lorsque l'objectif est de rester libre. Alors, qu'en pensez-vous? La sélection des victimes de Dexter aurait-elle pu le maintenir à l'écart des radars des forces de l'ordre pour toujours? Ou la technologie moderne l'aurait-elle finalement rattrapé de toute façon? Laissez vos commentaires ci-dessous. Dexter Morgan a tué pendant plus de 20 ans. Il a opéré au sein d'un département de police, entouré de détectives d'homicide, et personne ne l'a jamais soupçonné. Il a construit un système qui fonctionnait. Il a suivi le code. Il est resté invisible. Les fugitifs les plus recherchés opéraient sous le poids total des chasses à l'homme fédéral. Des photos distribuées à des milliers d'agences. Des récompenses massives offertes. Une couverture médiatique maintenant leur visage dans la conscience publique. Des ressources mobilisées spécifiquement pour les trouver. La comparaison semble simple jusqu'à ce que vous réalisiez que nous mesurons 2 jeux complètement différents. Dexter a réussi parce que personne ne jouait contre lui. Ses victimes étaient des personnes que la société avait déjà abandonnées. Ses méthodes laissaient des preuves minimales. Sa vie de couverture était si parfaitement ordinaire qu'elle fonctionnait comme un camouflage actif. Il avait le temps de planifier, des ressources provenant d'un emploi légitime et la liberté d'opérer sans que personne ne le traque activement. Les fugitifs les plus recherchés ont échoué parce que le système entier s'est activé contre eux. Leurs crimes étaient trop publics pour être ignorés. Leurs visages sont devenus reconnaissables à l'échelle nationale. Leurs ressources, aussi étendues soient-elles, n'ont pas pu surmonter une poursuite fédérale coordonnée. Whitey Bulger avait 25 millions de dollars et 16 ans d'expérience à échapper à la capture. Le FBI l'a quand même retrouvé. Eric Rudolph a survécu dans la nature pendant 5 ans. Un jeune flic l'a quand même attrapé en train de fouiller les poubelles. Voici ce qui rend cette comparaison injuste. Si Dexter avait commis des crimes qui l'auraient placé sur la liste des personnes les plus recherchées, des attaques publiques, des victimes de haut profil, une violence générant des médias, il aurait été attrapé en quelques mois. Son visage aurait été partout. Son expertise médico-légale ne l'aurait pas aidé une fois que chaque policier en Amérique l'aurait cherché. Sa couverture de vie normale se serait effondrée dès que sa photo aurait fait la une des journaux. Mais si les fugitifs les plus recherchés avaient opéré avec la méthodologie de Dexter, une sélection minutieuse des victimes, une planification méticuleuse, des années de préparation, ciblant des personnes que personne ne cherchait, ils n'auraient peut-être même pas figuré sur la liste. Le secret de Dexter n'était pas d'échapper au FBI. C'était de s'assurer qu'il ne sache même pas qu'il existait. Son génie était de rester si loin sous le radar que personne n'a jamais pensé à regarder. Les fugitifs sur la liste des personnes les plus recherchées ont déclenché la machine. Dexter a compris comment éviter de la déclencher complètement. Appeler cela un combat équitable serait une blague. Il joue à 2 jeux entièrement différents. Un groupe fuyait la force d'enquête la plus puissante du monde.
L'autre la croisait tous les matins avec une tasse de café et un sourire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner avec les notifications activées.